pour l'invitation et comme j'ai à peu près 1h30 pour débattre de cette question très ouverte, je suis très heureux. Comme je ne vais pas être court, je vais essayer d'être rapide dans la réponse parce qu'il y a pas mal de choses à dire sur cet aspect. La première chose, c'est les tendances, effectivement. Je pense que la première tendance, c'est que l'IA irrigue le cyber. C'est pas pour rien qu'on est dans un salon cyber et IA. Il y a 2 ans, on n'en parlait quasiment pas. Aujourd'hui, c'est devenu une réalité et c'est vraiment quelque chose qu'on prend en compte. C'est quelque chose qu'on prend en compte au sein du commandement du ministère de l'Intérieur dans le cyberespace, d'où mon rôle de conseiller au sein de cet espace. Pour être un peu plus précis, c'est quoi pour l'année 2025? On a eu les larges modèles de langage, on a eu les larges modèles de vision, on va avoir les larges action models, les larges modèles d'action, avec une autonomie des agents de l'IA, une IA capable d'agir de façon autonome, donc ça va poser un certain nombre de sujets autour effectivement de l'application, de la sécurisation et autour de la réglementation. Donc ça, je pense que c'est une tendance qui va arriver très rapidement. L'autre tendance, elle est illustrée par DeepSeek, parce que maintenant tout le monde parle de DeepSeek. Alors je n'irai pas trop loin sur DeepSeek, parce que je disais tout à l'heure à un camarade, la difficulté aujourd'hui, j'ai de moins en moins le temps de me plonger dans les articles de recherche, et je finis par ne lire que des posts. Et quand je lis des posts, pour moi, c'est pas de la vérité scientifique. Donc avant de vous parler de DeepSeek, j'aimerais approfondir le sujet, mais ce que je voudrais dire quand même, c'est que ça paraît plus frugal, c'est beaucoup moins cher, et je pense que derrière, il y a des enjeux scientifiques qui sont extrêmement intéressants à explorer. Donc on va avoir cette forme de concurrence entre un modèle américain très consommateur d'énergie, très performant, et puis un modèle plus économique, et puis tout aussi performant a priori. Donc ça, c'est un enjeu. Je voudrais également évoquer l'enjeu du hardware. Les puces, ça va être un enjeu majeur dans les années à venir. Le hardware, c'est Nvidia qui va créer la puce Blackwell, donc il va prendre une puce qu'elle va nommer Blackwell, qui sera encore plus consommateur d'énergie, mais certainement plus performant. Donc là encore, on va avoir des data centers qui risquent de grossir. L'enjeu pour nous, ça va être effectivement de savoir comment occuper une position souveraine dans cet écosystème, tant au niveau de la France qu'au niveau de l'Europe. Et quand on parle de souveraineté, c'est le troisième volet des tendances, c'est la réglementation. Comment on va s'en sortir dans cette réglementation? Enfin, un monde outre-Atlantique plutôt dérégulé et un monde chinois avec une régulation étatique. Donc là aussi, il va falloir trouver notre place. Les risques, j'essaye d'aller assez vite, parce que les risques, on a effectivement... Pour moi, le premier risque, surtout dans une table ronde autour des collectivités territoriales, c'est de ne pas être au rendez-vous. C'est-à-dire de ne pas être capable d'appréhender tous ces sujets-là. Et demain, en 2025, être des vassaux technologiques des big tech. Donc on a Google qui est là, on a un certain nombre de big tech qui sont là, c'est très bien. Je renie pas, c'est pas une question de renier. Je critique pas du tout ces big tech, mais moi, en tant qu'agent de l'État, ma finalité n'est pas la finalité des big tech. Donc je crois que c'est un enjeu essentiel, effectivement, d'être au rendez-vous pour l'Europe, pour la France et bien entendu pour les collectivités territoriales. On a l'AIA Action Summit qui débute bientôt. Il ne faut pas que ce soit un sommet big tech, mais un sommet aussi des services publics, ça me paraît essentiel. Le risque, c'est d'oublier les citoyens. N'oublions pas les citoyens dans cette révolution de l'IA, dans cette évolution de l'IA. Ça me paraît un enjeu majeur avec cette notion de ne pas déshumaniser la relation à l'usager et de ne pas déprofessionnaliser, nos gendarmes. Et puis les projets d'IA, alors on a des projets d'IA en matière de lutte contre la criminalité, détection des deepfakes, lutte contre la pédopornographie, détection des anomalies contextuelles dans les systèmes d'information, analyse de vidéos de masse, transcription automatique de la parole pour les auditions. En fait, il me manque plus de porteurs de projets que de projets. Parce qu'en IA, en fait, on peut investir énormément de domaines. L'IA au profit de l'usager, c'est un LLM qu'on est en train de mettre en place pour effectivement nos brigades de gendarmerie à l'accueil, qu'elles puissent avoir le gendarme qu'il ait un assistant pour effectivement répondre aux questions des usagers. Ça paraît aussi quelque chose d'intéressant à explorer avec un certain nombre de limites, notamment des limites sur la robustesse cyber de ces systèmes, une limite sur non pas la souveraineté, parce qu'on ne met pas totalement, mais l'autonomie qu'on peut avoir par rapport au modèle de fondation qu'on importe. Les projets, il y a les applications, mais il y a aussi des enjeux de formation. Il ne vous a pas échappé que la IA qui est rentrée en vigueur le 2 février sur l'obligation de formation pour les organisations, les entreprises.
sur la pratique des systèmes interdits. Donc c'est un enjeu majeur. Et la réglementation est un enjeu majeur aussi pour nous dans cette année avec la charte éthique qu'on a éditée il y a de ça 3 ans, mais aussi toutes les discussions autour de l'évolution de la IAIA. Voilà, j'ai essayé d'être rapide, un peu long certainement, mais j'ai voulu essayer d'aborder un certain nombre de sujets. Vraiment divers et variés. Et moi, j'aimerais toujours laisser la parole au général pour justement avoir votre retour sur justement ces services, ces projets IA que vous avez au sein de la gendarmerie nationale. Si vous avez déjà du recul, si vous avez déjà rencontré des problématiques liées à la cybersécurité sur ces différents projets, notamment le développement du LLM. Alors, non, on n'a pas encore de recul parce qu'on est dans une phase d'expérimentation. La problématique du LLM, je l'explique en 2 mots, c'est quoi? Si vous voulez, aujourd'hui, la gendarmerie n'avait pas les moyens de créer un modèle de fondation en propre. Donc ce qu'on fait, on internalise des modèles délivrés par Meta, délivrés par Mistral, des modèles open source. En fait, ils ne sont pas du tout open source parce qu'on ne connaît pas les sources, on ne connaît pas le code, on ne connaît pas les données. Ils sont ce qu'on appelle open weight, c'est-à-dire qu'on importe des modèles avec des poids calculés sur les données chez Meta. On internalise, c'est-à-dire qu'on n'est plus connecté à Meta, et puis on fait ce qu'on appelle une adaptation, du fine-tuning, du RAG, sur nos propres bases de données, et pour voir effectivement après comment on peut interagir avec. Mais sur l'aspect cyber, on n'a pas encore suffisamment exploré tout ça. On essaye plutôt d'explorer aujourd'hui sur le service que ça pourrait nous rendre, et ça va être essentiel d'explorer ça sur le champ cyber. J'aurais juste noté insister sur le fait que l'IA dans le cyber, c'est assez récent. On me dit souvent, la France est en retard. On a créé une initiative au sein du campus cyber avec le Hub France IA et un certain nombre d'entreprises au sein du campus cyber de rassembler les 2 communautés. C'est essentiel et c'est assez novateur de rassembler ces 2 communautés. La communauté IA est une communauté très ouverte vers l'extérieur, la communauté cyber plutôt très fermée. J'ai dans mon bureau, et il ne va pas bien me prendre, mais le conseiller cyber du Com Cybermi, c'est quelqu'un de très fermé. Moi, je suis quelqu'un de très ouvert, je plaisante, c'est parce qu'il est en face de moi, c'est le général Éric Fraissinet. Mais rien que ça, le fait qu'on soit dans le même bureau, ça prouve aussi cette idée de partager ces notions, et ça me paraît essentiel. Donc, pour répondre très vite, non, pas encore, mais c'est quelque chose qu'on a dans les tuyaux. Les études de ces mesures, est-ce que de votre côté, la gendarmerie nationale a pris en compte ces tendances, utilise justement l'IA comme aspect offensif, défensif sûrement, bien entendu. Comment vous exploitez justement cette nouvelle technologie? Quelles sont vos remarques aujourd'hui par rapport à ça? Alors effectivement, moi j'ai l'habitude de dire que l'IA c'est le poison et c'est le remède. Le poison quand c'est utilisé par les malveillants, le remède quand c'est utilisé par les forces de sécurité intérieure. Mais pour qu'il y ait remède, il faut qu'on ait accès au remède, c'est-à-dire que les forces de sécurité intérieure puissent vous délivrer le remède. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la réglementation doit nous autoriser. Si la réglementation nous empêche, on n'aura pas possibilité effectivement de construire le remède. Et ça, c'est un enjeu essentiel parce que je crois vraiment qu'aujourd'hui, pour lutter contre l'IA, il n'y aura pas mieux que l'IA. Donc c'est vraiment... Moi je reste vraiment sur l'idée que l'IA est une source de progrès. Hein. Je ne voudrais pas être tombé dans des visions dystopiques, mais évidemment, on a parmi les citoyens des malveillants, et nous, forces de sécurité intérieure, on est toujours un petit peu détournés par les malveillants pour essayer de trouver des moyens de riposte. Donc la première chose qu'on fait, c'est d'évaluer la menace. Quelles sont concrètement les attaques de l'IA sur les systèmes et dans le champ cyber? On en a un certain nombre qu'on a recensé. Hein. Il y a l'empoisonnement des données. Donc on est capable de générer une fausse empreinte digitale, contaminer les bases de données d'empreintes digitales. Imaginez la difficulté à reconnaître un criminel une fois que nos bases de données sont contaminées. Ça, c'est un enjeu qui est important pour nous. On a tout ce qui relève de ce qu'on appelle les attaques adverses. Les attaques adverses, c'est quoi? C'est la génération d'un bruit aléatoire pour fausser l'interprétation des systèmes d'IA. Demain, les véhicules autonomes verront un panneau stop. Vous, humains, dans le véhicule autonome, vous verrez le panneau stop, mais le véhicule autonome verra un panneau à 110 km/h, donc il accélérera au lieu de s'arrêter. Sur les passeports, lors de le passage en frontière, c'est pareil. Hein, vous êtes un criminel, vous n'avez même plus besoin de changer la photo si vous avez attaqué le système. On a aussi tout ce qui est manque de robustesse des LLM, hein, j'en ai un petit peu parlé. Moi, mon sujet, c'est effectivement s'il y a des backdoors dans ce qu'on importe chez nous, il va falloir sécuriser tout ça. Et puis, on s'intéresse aussi à, vous savez, il y a le web et le dark web, on s'intéresse au dark LLM. C'est quoi? C'est WormGPT, FraudGPT, tous ces LLM qui demain seront des VLM sur la vision, et après-demain, demain seront aussi des large action models, donc des agents autonomes
générés par des malveillants pour effectivement commettre des attaques avec une automatisation des attaques, une simultanéité des attaques et une large diversité des attaques. Ça va véritablement nous poser quelques problèmes. On a tout ce qui relève de l'exfiltration des modèles, c'est-à-dire en envoyant un certain nombre de requêtes, on est capable de comprendre les réponses et d'estimer comment fonctionne le modèle. Donc ça, c'est un enjeu pour nous. Et puis bien entendu, les deepfakes, vidéo, audio, parce que c'est la source de faux ordres d'évidemment, c'est la source d'atteinte à la réputation. On a vu ce qui s'est passé avec Brad Pitt, on a vu ce qui s'est passé à Hong Kong avec les 26 millions d'euros qui sont passés. Et en fait, à travers ces exemples médiatiques, moi, ce que je voudrais dire, j'étais devant des chefs d'entreprise il y a peu de temps, mais ils m'ont dit que c'était courant. C'est-à-dire qu'il y a un chiffre noir qui est considérable sur les attaques par deepfake dans les entreprises. C'est souvent assez grossier, donc ça se voit, mais c'est courant. Donc même de la pédopornographie, vous allez à Pontoise, chez les gendarmes, ils vous diront que les deepfakes dans le domaine de la pédopornographie, c'est courant également. Donc c'est pas quelque chose qui est de la science-fiction et simplement rapporté par les médias. Alors que faisons-nous, nous, pour lutter contre ça? Donc, si je prends l'exemple des attaques adverses, c'est plutôt prospectif. Là, ce qu'il faut rajouter, c'est l'aléatoire dans la construction de nos modèles d'apprentissage. Mais ça, on le sait comment? On le sait si on a des experts en IA. On le sait si on a des gens qui sont capables de travailler dans l'IA. Et donc, il faut qu'on ait ce pool de capacitaires, effectivement, d'avoir des gens qui savent ce qu'est l'IA et qui puissent travailler dans le domaine. Parce que, on a parlé tout à l'heure des risques. Moi, il y a un risque pour 2025 que je n'ai pas cité, c'est les deepfake experts. C'est-à-dire que ce sont les experts ChatGPT. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde est expert de tout, et c'est très facile d'aller sur ChatGPT pour vous faire une présentation de tel ou tel sujet. Et on avait le fake sur l'information, on aura le fake sur les experts, et ça, c'est un enjeu essentiel. Sur la fragilité des larges modèles de langage, on a organisé un hackathon il y a très peu de temps. On a craqué la majorité des larges modèles de langage pour faire une vidéo qui porte atteinte à une personne, pour générer de l'explosif. Ce qui montre qu'effectivement, là-dessus, il y a un vrai sujet cyber sur lequel il faut travailler. Donc, la meilleure solution qu'on a, nous, si on veut avancer sur ces sujets-là et ne pas être dépassé, c'est travailler avec le monde de la recherche, le monde académique, travailler avec le monde de l'industrie, ne pas forcément travailler tout seul, mais avoir la ressource qualifiée chez nous aussi pour pouvoir travailler sur ces sujets-là. Et il y a un enjeu qui va être essentiel aussi, si on veut avancer, c'est les capacités de calcul. Un GPU, c'est pas gratuit. Donc à un moment, il va falloir de l'investissement. On a un budget qui va bientôt être voté. J'espère qu'on y verra un peu plus clair après le vote du budget. Parce que, objectivement, c'est lourd en termes d'investissement. Si on veut prendre le visage de l'IA, il ne faut pas être que dans la position du commentateur. À un moment, il faut faire de l'IA. Il faut avoir les infrastructures pour faire de l'IA. Il faut avoir la ressource qualifiée pour faire de l'IA. Et ça, c'est un enjeu qui est essentiel, qu'on commence à appréhender. On a acquis quelques GPU, mais pas suffisant certainement. Il va falloir encore en acquérir quelques-uns. Globalement, on a du GPU pour faire de l'inférence. On n'a pas du GPU pour faire de l'apprentissage de nos modèles. À un moment, si on veut être autonome, il va falloir qu'on fasse de l'apprentissage de nos modèles. Donc ça va être un enjeu qui est important. Et pour se parer effectivement contre un risque de vassalisation technologique, je crois que ce qu'il faut surtout, c'est avoir une vision stratégique. Moi, j'aimerais bien qu'on me dise, la France dans 5 ans en IA, c'est quoi? C'est ce qu'on essaye de construire au sein de la gendarmerie nationale. La gendarmerie nationale dans 5 ans par l'IA, c'est quoi? Parce qu'effectivement, je vous ai énoncé un certain nombre de menaces, il faut qu'on soit capable d'y faire face, donc on s'y prépare, et donc on a mis en place cette stratégie qui, encore une fois, n'est pas que une histoire d'application, c'est une histoire de formation, c'est une histoire de partenariat, c'est une histoire de réglementation, et c'est une histoire de ressources matérielles et humaines qualifiées. Donc l'enjeu est encore devant nous, mais ne tardons pas, parce qu'objectivement, le retard ne se rattrape pas quand on voit la vitesse à laquelle ça avance. On a réalisé un détecteur de deepfake il y a de ça en 2023, c'est pas vieux. Aujourd'hui, il ne fonctionne plus sur les deepfakes du moment. On a appris sur les deepfakes d'il y a quelques temps. Il est très bon sur les deepfakes générés par des méthodes sur lesquelles il a fait son apprentissage. Et sur les autres, il n'est pas aussi performant. Donc il va falloir qu'on continue à travailler là-dessus. C'est très difficile pour la gendarmerie nationale, même si on est très rapide, mais d'être à la même célérité qu'OpenAI, que Mistral ou autre. Et ça, c'est véritablement un enjeu de souveraineté qu'il ne faut pas ignorer. On a la souveraineté économique, mais il est absolument nécessaire que les services publics conservent le sanctuaire des activités régaliennes et qu'on délimite bien ce sanctuaire pour savoir effectivement comment travailler sur ces aspects.
territoriale, c'est de l'acculturation des agents. Il faut absolument que les agents soient informés qu'aller utiliser ChatGPT, c'est transmettre des données qui ne sont pas sauvegardées, qui partent partout dans le monde. Il est important d'avoir cette notion de confidentialité, de sécurité. Et même dans sa vie personnelle, on utilise ChatGPT, enfin Mistral, Zephyr, Bloom, ce que vous voulez ou autre, voire DeepSeek maintenant, pour diffuser parfois de l'information. Donc ce niveau d'acculturation, je crois qu'il est essentiel dans les collectivités territoriales. On n'aura pas des experts d'IA partout, il faut que tout le monde ait un niveau d'acculturation minimum. C'est ce que demande l'AI Act, l'AI Literacy, l'alphabétisation à l'IA. C'est obligatoire depuis le 2 février 2024, donc vous voyez que c'est 2025, pardon. Donc c'est vraiment pas vieux. Et je crois que c'est vraiment un effort qu'on a collectivement à faire. Nous, on met en place les cafés bleus de l'IA pour expliquer comment utiliser l'IA, comment on fait l'IA, dans la dynamique du Conseil national du numérique qui met des cafés de l'IA. Et on s'appuie sur les mairies, effectivement, pour intervenir et expliquer ce que l'on fait.